Bonjour, professeur Pialou. Bonjour Elisabeth Martichoux. Vous êtes chef des maladies infectieuses et tropicales, plus inattendu peut-être. Vous signez un roman, un très beau roman, aux éditions Mialet-Barreau, qui s'appelle Comme un léger tremblement. Vous évoquez une maladie terrible et un homme qui l'affronte avec une force de vie exceptionnelle. Est-ce que c'est un ami? Est-ce que c'est un patient? Pourquoi écrire ce livre? Vous nous direz ça tout à l'heure. Un peu de suspense. Mais d'abord le Covid, parce que vous étiez en première ligne et que j'ai encore quelques questions ce matin quand même, que tout le monde se pose, à vous soumettre. Et à commencer par l'interrogation de Martin Hirsch dans une tribune du Monde signée, datée d'hier. Il s'interroge. Il fait une tribune sur la façon d'améliorer notamment la prévention. Et à propos de la prévention, il pose une question. Est-il logique, il le dit lui-même en termes crus, est-il logique de bénéficier des soins gratuits quand on a refusé pour soi la vaccination gratuite et qu'on met doublement en danger les autres en pouvant les contaminer et en pouvant prendre une place en soins intensifs nécessaire pour un autre patient? Voilà la question qu'il pose. Et il prend le soin de dire qu'il y a un enjeu de solidarité derrière. Est-ce qu'il a raison de poser cette question ? Je rappelle que vous êtes à l'hôpital Thonon, oui. Que l'hôpital Thonon appartient à la PHP et que Martin Hirsch est le patron de la PHP. Vous me mettez la pression. Non, mais je clarifie les choses. Martin Hirsch a le droit de poser les questions qu'il veut. Je pense que c'est une question pour laquelle un autre Hirsch, Emmanuel, celui qui s'occupe d'éthique, aurait une très bonne réponse que je ne peux pas inventer. Mais on ne peut pas créer un cadre éthique spécial, même en pleine crise sanitaire pour le Covid. C'est-à-dire que ce qui s'appliquerait dans cette logique-là au Covid s'appliquerait au cancer du poumon chez ceux qui continuent de fumer. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ça enlève tout un pan d'une digue éthique qui est qu'on soigne, évidemment, les gens qui ont pris des risques. Je pense au VIH, je pense à d'autres pathologies. Et là, créer, je dirais, entre guillemets, une jurisprudence me paraît pas une bonne idée. Voilà. Oui, pourquoi? Mais est-ce que d'abord, c'est important quand même de poser la question parce que tout le monde se la pose. Vous nous dites... Depuis des mois et surtout des semaines, on est obligé encore de déprogrammer des opérations, des malades du cancer dont on dit « vous ne pouvez pas être opéré maintenant, ce sera dans 3 semaines ou 3 mois ». Or, il y a des personnes qui ont un vaccin gratuit à leur disposition. Est-ce que à ce moment-là, il n'y a pas, non pas la question de la discrimination, mais des choix qui seraient nécessaires à faire ? Parce que la solidarité, peut-être elle pourrait ne pas résister à cette réalité-là. Non, mais bien sûr que ça menace la solidarité, dans la mesure où, comme vous le dites très justement, ce remplissage de l'hôpital, qui n'est pas du tout terminé, on voit les pressions qu'il y a encore sur les réanimations, on parle de 70, même si après on peut discuter des chiffres, 70% d'occupation des réanimations par le Covid, c'est ce qu'on a dans notre hôpital Thonon. Donc effectivement, ça veut dire que les autres malades doivent se serrer sur le 30% de capacitaire qui reste. Donc bien sûr, je comprends. Mais mettre finalement une ségrégation en fonction de la non-utilisation de l'outil de prévention, je le répète, il faudrait l'appliquer aussi à d'autres pathologies. Je prends un autre exemple. Il y a plein de pathologies cardiovasculaires dont le risque peut être diminué en prenant des statines ou des médicaments de préventifs que les gens ne prennent pas ou prennent mal. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a aucun... En France, à ma connaissance, il n'y a aucune pathologie qui ne soit pas remboursée ou prise en charge par la solidarité nationale au registre que les gens ne sont pas observants. Je crois qu'il n'y a que le... Oui, bien sûr, mais il n'y a que l'appareillage de syndrome d'apnée du sommeil. Je crois que c'est le seul exemple. Les Anglais sont allés plus loin. Je crois que c'est une réflexion qui dépasse le cadre de l'hôpital public. C'est une réflexion qui est d'abord parlementaire et éthique. Vous dites... moi, je suis médecin, choisir de soigner sur des critères autres que médicaux, ça ne peut pas être éthique pour moi. Moi, je ne le ferai pas. Et on soigne les anti-vax, on soigne les non-vaccinés, on soigne les opposants. Est-ce que c'est utile de poser la question? Est-ce que c'est utile de poser la question ou est-ce qu'on met de l'eau sur le feu et on divise? C'est utile, bien sûr. Est-ce que c'est un débat légitime? C'est un débat parce qu'il arrive un moment où, effectivement, on ne comprend pas pourquoi... les gens s'obstinent à ne pas utiliser un outil qui est efficace. Je parle surtout du schéma complet vaccinal, dont on sait que c'est la ligne Maginot, et que ça divise par 25 le risque de rentrer en soins critiques. Donc effectivement, c'est le rôle du médecin aussi d'accepter que certains n'aient soit pas compris, soit pas voulu, soit mal informés. Et il ne faut pas oublier que, je le répète souvent, mais
dans mes lits d'hospitalisation, les Covid, il n'y a pas que des anti-vax, il y a aussi des non-vaccinés, des gens qu'on n'est pas allé chercher, qu'on n'est pas allé vers. J'ai entendu le ministre ici reparler de l'allée vers, c'est très important, le ministre de la Santé. Oui, et on loupe beaucoup de gens. Dernière question, vraiment. Martin Hirsch, en tant que tel, en tant que président de la PHP, est-ce que lui a raison de poser la question ? Non, mais oui, c'est pas parce que c'est le patron de ça la vous gêne pas, ça vous gêne pas du tout qu'il le fasse. Il est dans sa fonction. Mais je le répète, c'est une fonction qui dépasse le cadre d'un directeur d'établissement. C'est une question nationale, éthique, et qui doit toucher d'autres corps de métier. Mais vous, personnellement, il n'en est pas question. En ce qui vous concerne, de faire la moindre discrimination, vous soignez évidemment sans discrimination. C'est la base. Ce virus Omicron, professeur Pialouis, nous fait quand même un mauvais coup, parce qu'on est le 27 janvier 2022, on nous avait dit qu'on passerait un pic, et en fait on ne l'a pas passé. Il y a encore eu plus de 400 000 contaminations dans les dernières 24 heures, 500 000 la veille. C'est une mauvaise surprise ? Oui, c'est une mauvaise surprise, d'autant qu'il y en a, y compris d'ailleurs sur ce plateau, qui nous expliquent qu'il faut arrêter de tester, que c'est un rhume. Je veux dire, là aussi, on ne va pas retourner en arrière sur les fake news, sur minimiser la pression. C'est vrai que ça va décroître, c'est vrai qu'on est un petit peu déçus. On regarde par exemple sur l'Île-de-France, moins 9% sur Paris d'incidence, mais en même temps, il y a moins 26% de tests. Donc vous voyez ce que je veux dire, c'est que les gens se font moins tester, parce qu'ils entendent aussi les messages, qu'effectivement, il y a eu l'histoire des écoles, on y reviendra peut-être, qui est quand même globalement l'angle mort de la politique sanitaire en France, il faudra le dire et le redire. Mais bon, les choses vont se passer. Alors vous l'expliquez par les écoles ouvertes. Hein, non, je ne l'explique pas que par les écoles ouvertes. Par la politique d'ouverture, quand même. Oui, enfin non, c'est l'absence de politique de dépistage et puis une circulation virale qui a été totalement niée, la circulation virale chez les enfants. Mais n'importe quel parent d'élève, j'ai des enfants en maternelle, en 6e. Il faut voir le souk que c'est, enfin, le bazar qu'il y a par rapport au dépistage. L'Allemagne, on prend toujours un exemple de l'Allemagne. L'Allemagne, à Berlin, c'est 2-3 tests avec une attestation avec photo pour rentrer dans les écoles. À Cologne, ils s'appellent ça les sucettes PCR. C'est 2 ou 3 tests salivaires pour rentrer dans l'école. Il y a plein d'autres landes en Allemagne qui ont distribué des tests. En France, il n'y a pas de politique de dépistage à l'école. Et évidemment, ça influe positivement sur l'objectif qui est de ne pas fermer les écoles, mais ça influe considérablement sur le désordre. Donc c'est incompréhensible. Et c'est vrai qu'il n'y a pas eu que le ministre qui s'est exprimé là-dessus. Il y a aussi la communication de la Société française de pédiatrie qui a quand même, une responsabilité là-dedans. C'est vrai qu'il y a pas de... Et en plus, on ne peut pas dire que l'Europe est pareil. On est le taux le plus bas de vaccinés de 5-11 ans. On est à 3,5%. Là où l'Espagne est à plus de 55% de vaccinés dans cette tranche d'âge. Donc, les écoles, absence de politique de dépistage, vous dites, il y a des taux hallucinants de contamination chez les enfants, c'est grave. Oui, c'est 4%. Vous savez ce que c'est 4%. Mais ils ne font pas, très rarement, des formes graves. Donc, je vous pose la question, est-ce que c'est grave ? En quoi est-ce que c'est... alors, ça fout le bazar, dans les écoles et dans les familles. D'un point de vue sanitaire, est-ce que c'est grave ? Alors, évidemment, personne ne peut démontrer la part du poids, parce qu'il faut une étude pour ça, dans la circulation virale. Mais évidemment que ça a un poids. Quand il y a une telle circulation virale, même s'ils ne sont pas malades, effectivement, ils sont en contact avec des adolescents qui peuvent être obèses, ils peuvent être en contact avec des personnes qui font partie des 5 millions de non-vaccinés à risque. Et donc, évidemment, ça a un impact. Je veux dire, le problème, c'est de quantifier cet impact-là. Mais nier cet impact-là, c'est de la négation. Évidemment que ça a un impact. À l'hôpital, il y a... le nombre d'hospitalisations continue d'augmenter. Vous le constatez, vous, ou pas, à l'hôpital Thonon? Oui. Ça baisse légèrement en réa, mais pas en soins critiques. C'est ça la vie de l'hôpital aujourd'hui. Pardon, ça baisse un petit peu aux urgences. Les passages, ça baisse. On a plein. Vous savez, il y a 19 marqueurs, donc il y a les passages des SAMU, etc. Mais c'est vrai que chaque fois qu'on libère un lit, on remplace par un malade, il faut être clair. Et qu'on a encore un petit peu de delta, comme ça a été dit, et c'est une des particularités françaises. Et là, le delta, effectivement, il est dangereux. Plus dangereux qu'Omicron, évidemment. Clairement. Pour les non-vaccinés. En réanimation, il y a encore une majorité de delta. Et une majorité de non-vaccinés, toujours. Et une majorité de non-vaccinés. Qu'on soit allé les chercher ou pas, ce sont des non-vaccinés. Oui, mais ça s'est un peu déplacé. C'est-à-dire qu'on voit de plus en plus, dans mon service, j'ai un tableau que je regarde chaque jour, et on a beaucoup aussi de gens qui sont insuffisamment vaccinés. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire, par exemple, qui n'ont eu que 2 doses.
Ah, Et ça, c'est très important. Le ministre, vous le citiez, a beaucoup insisté là-dessus mardi Mais ici. Olivier Véran a été très clair sur toute cette partie-là. Il faut aller chercher, avant de discuter de la 4e dose, et c'est très bien qu'on ait clos ce sujet, avant de discuter de la 4e dose, le comité stratégique l'a très bien dit, il faut aller chercher les 3e doses, et que moi j'appelle rappel, parce que c'est vraiment un effet rappel, et on voit bien que c'est ceux qui ne sont pas assez vaccinés qui commencent à rentrer à l'hôpital. Et alors, est-ce qu'on est en train de se constituer une immunité collective quand il y a plusieurs centaines de milliers de personnes qui sont contaminées par jour? Au bout d'une semaine, ça fait 1 million et plus, Bien etc. sûr. Est-ce qu'on est en train de fabriquer une immunité collective enfin? Parce qu'on aura presque tous tous eu presque Omicron. Non, je crois que ça, c'est une phrase. Je suis désolé, mais c'est une phrase qui est illusoire. Tous, c'est impossible. Enfin, je veux dire, c'est impossible. Non, là, ce qui est vrai, c'est qu'il va y avoir une majorité de gens qui vont avoir à la fois une protection induite par les 3 doses vaccinales, plus effectivement les contaminations d'Omicron dont vous avez rappelé les chiffres étonnants, et que ça, bout à bout, fait une immunité de groupe qui est importante. Le problème, c'est que avec Omicron, la barre est très haute. On est un peu comme la rougeole. Il faudrait que 95% des gens aient une immunité et qu'en plus, elle soit durable. Et vous savez que par définition, j'ai trouvé que la phrase d'Olivier Véran sur le doute et sur les gens qui ne doutent pas de leur doute était très juste. Il faut faire avec l'inconnu et le doute. On ne sait pas quelle est la durée de la réponse immunitaire d'Omicron et quelle est sa qualité. On le saura. Mais pour l'instant, à l'heure qu'il est, on ne le sait pas. Quand est-ce que ça ira mieux? Alors, pardon, vous parlez du doute. Et moi, je vous pose une question. Ça ira mieux quand ça va vraiment décroître. On aimerait bien non seulement avoir un pic, mais que le pic soit comme les Sud-Africains, c'est une possibilité. Donc, vous voulez dire rapide? Si vous voulez des notes optimistes, on peut imaginer qu'Omicron, effectivement, n'ait pas de successeur. Ça, c'est une possibilité. Bon, pour l'instant, c'est un petit peu mal barré puisqu'il a déjà des variants lui-même. Oui. Et troisièmement, on peut imaginer que si les Français ne lâchent pas complètement les mesures barrières, continuent à aller vers cette 3e dose, et avec effectivement une immunité naturelle qui va rajouter de l'immunité collective, et bien qu'on arrive à passer à la phase endémique. C'est-à-dire que globalement, alors je ne dis pas rapprocher de la grippe. Donnez-nous fin février, dans un mois, ça devrait décroître. Le Conseil scientifique a misé sur fin mars. Donc je suis désolé, ce n'est pas les chiffres. Voilà. Il y a le politique, et puis il y a la science, et puis parfois ça diverge un peu, vous l'avez compris. Fin mars, quand ils misent sur fin mars, ça veut dire quoi? Une décroissance significative du nombre de contaminations, du nombre de contaminations, du nombre d'hospitalisations, de la pression. Et donc une perspective de revivre encore plus normalement. Vous avez le masque ce matin, c'est indispensable encore? Oui, parce que j'ai remarqué que quand les gens qui en mettent tout le temps l'enlèvent, tout le monde se dit s'ils l'enlèvent, c'est qu'on peut y aller. Alors je trouve qu'à 500 000 cas par jour, c'est pas le moment d'envoyer un signal. Donc comme je suis un de ceux qui en portent le plus, je continue. Je suis un peu coincé dans mon système. En tout cas, on va encore subir cette épidémie à haut niveau au moins 1 mois. On a encore quelques semaines difficiles, surtout à l'hôpital. Et décroissance. Ce n'est pas le moment de lâcher le dépistage, de lâcher les gestes barrières. Et on va y arriver avec tout ça. Et donc, on peut lire votre livre. Si on est coincé, mais écrire, c'est s'évader, vous savez. On peut lire votre livre si on est coincé, si on est positif, mais pas seulement. Chez Mialet Barreau, ça s'appelle « Comme un léger tremblement ». Et je voulais vous en parler parce que, alors, c'est un coup de projecteur sur une maladie terrible. Et c'est un hommage à quelqu'un qui l'a subi et qui l'a d'une certaine façon vécu de façon assez exceptionnelle. C'est la maladie de Charcot. Est-ce que vous pouvez nous en dire d'abord quelques mots? Oui, la maladie de Charcot, c'est une maladie dégénérative qui fait que les racines qui sortent de la moelle épinière sont atteintes et qui donc va annihiler la commande musculaire, donc faire fondre à peu près la plupart des muscles. Ça en épargne quelques-uns, le cœur notamment, et ça ne touche pas le cerveau. Donc le personnage qui s'appelle Philippe, dans le roman, est un personnage qui, justement, va utiliser un cerveau absolument magnifique, poétique, ludique. C'est pas du tout un livre sur la fin de vie, au sens... parce que, bien sûr, c'est pas un trailer, on sait comment ça se termine, parce que c'est une maladie qui est incurable, mais c'est un livre sur la fin de vie au sens de l'appétit, la FAIEM, d'une boulimie de vie, malgré le handicap. Malgré tout. Parce que, vous dites, donc, on ne peut pas traiter cette maladie. 2, progressivement, on peut améliorer elle atrophie tous les muscles jusqu'à les voies respiratoires et là on meurt. L'espérance de vie, elle est de 1 à 4 ans, je crois, à l'exception du grand physicien Stephen Hawking qui, lui, surmontait ça sur 20 ans. Il avait la maladie de Charcot, lui.
Mais votre personnage s'appelle donc Philippe, et c'est, après que vous nous ayez emmené sur une fausse piste au début, c'est le portrait, la description par petites touches de ces 4 années d'évolution inexorable. Et au tout début, Philippe, eh bien, il apprend sa maladie, il la découvre, et c'est sa femme qui lui dit, il dit à un de ses copains, elle s'appelle Anna, sa femme, Anna dit que mes muscles tremblent la nuit, lui ne sent rien, il n'a pas mal. D'ailleurs, il dit même, je ne suis pas musclé, donc je ne sais pas pourquoi je tremble, mais mes muscles tremblent. Et c'est le premier symptôme. Oui, c'est pour ça que j'avais hésité entre un autre titre, c'était à 2 doigts, parce qu'il va pendant longtemps voyager, comme vous l'avez lu, avec ses 2 doigts sur ses Oui. souris et avec son imaginaire. Mais effectivement, léger tremblement, je trouve que ça correspond effectivement au début de la maladie, ce qu'on appelle les fasciculations dans notre terme, c'est-à-dire le muscle qui bouge. Ça arrive à tout le monde. Hein. Oui. Il ne faut pas que tout le monde qui dit j'ai les muscles qui tremblent à cette maladie qui est terrible. Et puis surtout parce que le personnage, comme vous l'avez vu, est obsédé par le fait qu'il rende sa maladie légère. Il est obsédé par la légèreté. C'est une hymne à la légèreté par rapport à une maladie qui est elle-même extrêmement lourde. Un exemple. Alors, ils doivent déménager parce qu'il ne peut plus prendre l'ascenseur. C'est aussi un livre qui décrit la lourdeur du handicap, quand on l'oublie. Ça empêche de vivre, évidemment, largement normalement. Donc, il déménage. Il est obligé de prendre un appartement très différent de celui dans lequel il a vécu pendant des années avec sa famille. Et il y a cette scène. Philippe, après une longue négociation avec les déménageurs, exigea de voyager avec les meubles, sanglés à l'arrière du camion dont le toit était translucide. L'argument selon lequel il n'était plus qu'un meuble avait fini par convaincre le chef d'équipe des déménageurs dépassés. Ce ne fut pas la qualité d'un vol en parapente, mais la traversée de Paris au milieu de ses meubles, de ses plantes, les yeux au ciel, lui fit bonheur, comme une nouvelle expérience de voyage. Ça, c'est très beau comme passage et ça montre bien la façon dont, effectivement, vous mélangez à la fois le constat clinique, vous êtes médecin, de cette évolution inévitable, et puis cette capacité du malade à surmonter ça et apprendre à capter. C'est très beau. Voilà, comment surmonter la maladie. Beaucoup et on pourra en parler longtemps de la maladie de Charcot. Donc il n'y a pas de traitement, c'est pas très bien. Il y a une quelle est association qui l'origine. s'appelle l'ARSLA, arsla.com, qui collecte des fonds pour cette maladie, et j'invite les gens à aller sur le site de cette association. Voilà, n'hésitez pas, c'est un très beau témoignage. Merci, alors, vous vous êtes évadé aussi. Merci à vous d'avoir eu cette belle lecture. De ce livre chez Mialet Barrault. Bonne journée à vous. Et puis en ce qui concerne le Covid, on aura l'occasion de vous recevoir à nouveau parce que ça n'est pas terminé du tout. On va y arriver. C'est ça, mais on va y arriver. Merci.